19 États ont fait sécession. L'armée américaine intensifie ses actions. La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride. Le président, qui entame son 3e mandat, assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé. Mes chers compatriotes américains, Les soi-disant forces de l'Ouest, du Texas et de Californie, ont subi une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis. Salut, c'est Arnaud. Bienvenue sur mon chemin. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de notre 3e saison, on quitte la Terre pour regarder vers les étoiles. Mais avant d'enfiler notre combinaison spatiale, je vous propose de poser les bases et d'aborder deux concepts fascinants de la science-fiction, l'Uchronie et la dystopie. Quelle est la différence? C'est très simple. L'Uchronie réécrit le passé en imaginant ce que notre monde serait devenu si un événement historique majeur s'était déroulé autrement, créant ainsi une ligne temporelle alternative. La dystopie, quant à elle, anticipe un futur sombre et oppressant, où la société est organisée de manière à priver les individus de leur liberté et de leur bonheur. L'Uchronie est un genre qui a donné de véritables chefs-d'œuvre à la pop culture. En littérature, on pense inévitablement au roman 22-11-63 de Stephen King, où le héros voyage dans le temps pour empêcher l'assassinat de John F. Kennedy, ou encore au Complot contre l'Amérique de Philip Roth, qui imagine l'aviateur pro-nazi Charles Lindbergh battre Roosevelt aux élections de 1940. Au cinéma, le maître absolu de l'Uchronie jubilatoire, c'est Quentin Tarantino, avec Inglourious Bastard, lorsqu'il décide d'éliminer Hitler dans un cinéma parisien pour modifier la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons à notre série du jour, qui est une Uchronie pure et dure, For All Mankind. Juin 1969, le monde entier retient son souffle devant la télévision. Mais sur l'écran, ce n'est pas Neil Armstrong qui pose le premier pied sur la Lune, c'est un cosmonaute soviétique. Les États-Unis sont sous le choc. À partir de ce point de divergence, la série réécrit l'histoire. La course à l'espace ne s'arrête jamais. Pour mesurer l'ampleur de cette série, voici un aperçu de ses 4 premières saisons qui traversent les décennies. La saison 1, des années 70, c'est le point de départ de la série. Humilié par les Soviétiques, l'Amérique réplique en créant une base lunaire, Jamestown. La course s'accélère à une vitesse folle, forçant la NASA à bousculer ses traditions pour répondre aux coups d'éclat russes. C'est l'ère des pionniers, des premiers drames, des premières dames et de la perte d'innocence du programme spatial. Saison 2, les années 80, la guerre froide se déplace littéralement sur la Lune, les bases américaines et soviétiques s'étendent et les tensions montent d'un cran avec l'arrivée effrayante d'armes à feu dans l'espace. Les astronautes deviennent des soldats et le monde frôle l'apocalypse nucléaire lors d'un affrontement direct en orbite sous très haute tension géopolitique. Saison 3, les années 90, l'objectif n'est plus la Lune, mais Mars. Et la course devient une compétition à 3. La NASA, les Soviétiques et un nouvel acteur redoutable, une entreprise spatiale privée dirigée par un milliardaire qui nous rappelle un certain Elon Musk. Le voyage vers la planète rouge est chaotique, mortel et redéfinit totalement les alliances politiques. Saison 4, les années 2000, Mars est colonisé, mais le rêve spatial s'érode face à la cupidité. Saison 4, les années 2000, Mars est colonisé, mais le rêve spatial s'érode face à la cupidité. L'enjeu devient la capture d'astéroïdes riches en minerais. La saison se transforme en un brillant thriller social, exploitant une violente lutte des classes entre les cols blancs, astronautes et dirigeants, et les travailleurs de l'ombre, épuisés, menant une véritable rébellion ouvrière martienne. Là où For All Mankind devient un chef-d'œuvre absolu, ce n'est pas seulement dans la conception de ces fusées, c'est dans son exploration du tissu social intime. L'urgence de battre les soviétiques force la société américaine à évoluer beaucoup plus vite que dans notre réalité, mais avec d'immenses frictions. Quand l'URSS envoie une femme sur la Lune, la NASA, par pure fierté politique, est obligée de recruter des astronautes féminines des décennies avant la réalité. On assiste à l'intégration brutale des femmes dans un milieu ultra machiste. Cela crée un effet domino fascinant. Les femmes accèdent plus vite à des postes de pouvoir, l'ingénierie se féminise, l'image de la femme au foyer des années 70 vole en éclats. Le personnage de Daniel Paul est central. En l'envoyant dans l'espace, la NASA veut faire un coup de com' en pleine lutte des droits civiques. Mais Daniel refuse d'être un pion. À travers elle, la série explore la charge mentale et montre comment l'excellence absolue est la seule option de survie pour les minorités dans les institutions blanches. C'est l'arc de cercle le plus tragique incarné par le personnage d'Hélène. On plonge dans le Lavender Scare, cette chasse aux sorcières visant les homosexuels au sein du gouvernement. Hélène doit cacher son identité pour réaliser son rêve. Le constat de la série est glaçant. La technologie avance à pas de géant, mais le conservatisme social, lui, reste profondément ancré, exigeant des sacrifices personnels déchirants. Réécrire l'histoire pour mieux interroger nos structures sociales, c'est tout l'art de ce genre. Dans la lignée de For All Mankind, voici d'autres séries uchroniques qui utilisent ce procédé pour soulever de brillantes questions sociétales. Watchmen, sur HBO, et si les super-héros existaient et que les États-Unis avaient gagné la guerre au Vietnam. Dans cette Amérique où la police avance masquée, la série décortique le racisme systémique, l'héritage des traumatismes afro-américains,
notamment le massacre de Tulsa, et le concept des réparations historiques. Plot Again America sur HBO. En 1940, l'aviateur populiste Lindbergh bat Roosevelt. À travers les yeux d'une famille ouvrière juive, la série montre la banalisation de la haine, de la mécanique insidieuse du fascisme et de la fragilité des idéaux démocratiques. Le maître du haut château sur Prime Video. L'Amérique est divisée entre nazis et japonais après la défaite des Alliés. Sur le plan sociétal, la série décortique l'endoctrinement, l'eugénisme institutionnalisé, Northern Cross, et si l'Afrique avait colonisé l'Europe. La société est divisée entre classe dirigeante noire, Cross, et la sous-classe blanche opprimée, North, une inversion puissante des codes du racisme systémique et de la ségrégation. Hollywood, sur Netflix, dans le Los Angeles de l'après-guerre, la série imagine ce qui se serait passé si les studios avaient détruit les barrières de race et de sexualité dès les années 40, en accélérant l'acceptation des minorités. 1983. En 2003, la Pologne vit toujours sous le régime communiste totalitaire suite à une attaque terroriste ayant sauvé le bloc de l'Est. Une réflexion sur le sacrifice de la liberté individuelle au profit de la sécurité absolue. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous et d'inviter vos amis à découvrir Sur Mon Chemin. Vous pouvez marquer votre soutien en ajoutant 6 étoiles à ce podcast. À bientôt sur Mon Chemin. Je vous embrasse. Et toi, la fille à papa, écoute, juste au cas où tu t'aventurerais accidentellement dans un bureau de vote, il y a certaines choses qu'il vaut mieux que tu comprennes. Par exemple, qu'il n'y a absolument aucune preuve qui atteste que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Nous sommes 7e en ce qui concerne le taux d'alphabétisation, 27e en maths, 22e en sciences, 49e en espérance de vie, 178e en mortalité infantile, 4e en force de travail, 3e en revenu médian des ménages et 4e en exportation. Nous sommes premiers dans seulement 3 catégories. La proportion de citoyens incarcérés par habitant, le nombre d'adultes qui croient que les anges existent et les dépenses militaires qui sont plus élevées que celles des 26 pays suivants cumulés, dont 25 sont nos alliés. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est la faute d'une jeune étudiante en journalisme. Mais ça montre malgré tout de manière flagrante que tu fais partie de la pire génération qui a jamais vu le jour dans toute l'histoire de ce pays. Si tu me demandes ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde, la question est tellement conne que je n'ai aucune réponse.